Quand on est au quotidien, au contact avec ces enfants malades, et qu'on se rend compte des besoins qui sont là, on ne peut pas imaginer que pour une raison ou pour une autre, on n'ait pas un jour l'envie de faire un acte de bonté, c'est-à-dire d'aller donner son sang, d'aller donner son plasma. Il y a un élément tout à fait particulier avec les transfusions ou avec les perfusions d'immunoglobuline, c'est qu'on sait qu'on n'administre pas à proprement parler un médicament. On administre quelque chose qui permet de soigner, de guérir, de permettre à un enfant de vivre normalement, qui provient de quelqu'un d'autre, qui provient d'un don. À l'âge de 6 semaines, Arthur a été emmené à l'hôpital parce qu'il avait une période de fièvre. Il a eu un examen complet étant donné que c'était un nouveau-né. Et on s'est rendu compte que son hémoglobine était trop basse. À l'heure d'aujourd'hui, s'il n'y a pas de transfusion de sang, il n'y aurait pas d'avenir possible. Donc c'est vital pour lui d'avoir systématiquement toutes les 3 à 4 semaines des transfusions. La vie d'Arthur au quotidien, c'est la même plus ou moins qu'un petit garçon de 6 ans. Donc c'est un petit garçon qui va à l'école, qui adore aller jouer, qui adore profiter avec les autres enfants, qui aime être à l'extérieur, qui est plein de vie et qui croque la vie à pleines dents. Tous les jours, ici, que ce soit à l'hôpital de jour ou en hospitalisation, nous avons des enfants qui souffrent de différentes pathologies, des problèmes cancéreux, des problèmes de maladies du sang, qui ne savent pas fabriquer correctement leurs globules rouges, ou qui, avec le déficit immunitaire, ne fabriquent pas bien leurs anticorps, les immunoglobulines, et qui ont donc besoin d'être substitués, c'est-à-dire de recevoir des transfusions de globules rouges, de plaquettes, ou bien des perfusions d'immunoglobulines. Le don de sang ou le don de plasma, ça préserve la vie. Ça sauve les enfants. Donner son sang, c'est fondamental. Donner son plasma, ça l'est tout autant. Le taux d'hémoglobine dans lequel Arthur peut se trouver est un taux tellement bas qu'une personne lambda pourrait être dans le coma avec ce taux-là. Or, lui, il a appris à vivre avec, mais ça reste très mauvais pour l'ensemble de ses organes. Les enfants qui souffrent de ces pathologies-là, comme Arthur, n'ont absolument aucune possibilité de fabriquer naturellement leurs globules rouges, leurs plaquettes ou d'avoir des anticorps en suffisance. Nous sommes donc totalement dépendants des dons qui peuvent être faits. Si on devait reculer une chimiothérapie parce qu'on n'a pas de sang, ce serait vraiment très embêtant et très dommageable pour l'enfant. Ça n'impacte pas seulement la santé de l'enfant, c'est aussi toute sa vie autour. Plus vite on a du sang compatible, plus vite on a des plaquettes compatibles, plus vite ils peuvent retourner à leurs activités et avoir une vie presque normale d'un enfant de leur âge. Quand la poche arrive dans la chambre au moment de la transfusion d'Arthur, on se rend compte que c'est vraiment un réel cadeau parce que ça veut dire qu'il y a une compatibilité à 100% entre un donneur et un receveur et c'est pas toujours facile d'avoir cette compatibilité-là, d'où l'importance d'avoir une multitude de dons. Élargir le panel des donneurs potentiels, avoir le plus de donneurs possible pour pouvoir avoir le plus de possibilités de répondre à ces problèmes de compatibilité. Nous, en tant que parents, on voudrait solutionner le problème, mais sans l'apport de personnes extérieures ou sans le don de sang, on ne sait rien faire en fait. C'est un peu le fait de pouvoir gérer à la fois, se dire c'est mon enfant, je ferai tout pour, mais sans les dons, c'est pas possible. Donc c'est toujours un peu la difficulté de se dire qu'on dépend des dons pour que son enfant soit là à côté de soi, quoi. La question qui revient le plus souvent, c'est est-ce que moi je peux donner mon sang à mon enfant? Non, parce qu'on a vu qu'il y avait plein de vérifications à faire. Mais par contre, vous pouvez aller donner votre sang sans problème à la Croix-Rouge. Votre sang n'est pas forcément pour votre enfant, mais ça aidera d'autres. Et si les autres le font aussi, ça aidera aussi votre enfant. Le don de sang, c'est un don de vie. Nous avons besoin de sang, nous avons besoin de globules rouges, de plaquettes, nous avons besoin de plasma pour les immunoglobulines et ça sauve des vies. C'est réellement un don de soi qui peut être fait pour sauver, pour donner vie à d'autres patients. C'est pour nous le plus beau des cadeaux.
Alors, je voudrais remercier Monsieur le député pour son intervention. Mesdames et messieurs, il est temps de rentrer dans le vif du sujet avec le docteur Gautam Chopra. Docteur Gautam qui est responsable du site de prélèvement du CHU de Liège et du service du sang de la Croix-Rouge. Le docteur Chopra va nous parler ce soir de l'importance du contexte du don ainsi que les enjeux du service francophone du sang. Docteur Chopra, je vous en prie. Le pointeur. Alors, bonjour, je m'appelle Dr Gautam Chopra. Je suis ici devant vous pour parler des enjeux du service de sang et le don de sang, plasma et plaquettes. D'abord, désolé pour mon accent, veuillez m'excuser. Si jamais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, on aura 15 minutes à la fin de cette conférence pour en parler un petit peu plus. Et il ne veut pas marcher. Non, c'est là, en fait, c'est ici. Oui. Voilà. Voilà. OK. Je vais commencer d'abord à parler de nos missions de la Croix-Rouge, de nos actions au sein de la santé publique, des produits sanguins labiles et leurs utilisations, leur importance et quelques autres petites particularités. Puis après, on va terminer par des enjeux et les freins qu'on doit faire face en ce moment. Et puis une petite conclusion à la fin. D'abord, la Croix-Rouge joue un rôle extrêmement important au niveau de la santé publique. Surtout, aujourd'hui, on va parler de son rôle de don de sang, de plaquettes et de plasma. En tant qu'auxiliaire de l'État, pour la santé publique, notre mission est de satisfaire la demande des hôpitaux en produits sanguins, tant en quantité qu'en qualité. De par cette mission, l'SFS se trouve être un acteur majeur en matière de santé publique. Nous contribuons à couvrir les besoins en sang et des dérivés sanguines, plasma, plaquettes, globules rouges, en assurant le prélèvement, la sélection de la donneur, la préparation et la distribution de tous les produits sanguins labiles. Nous mettons en œuvre un contrôle qualité pour être sûr et certain que ces produits peuvent être délivrés aux gens qui sont malades sans aucun problème infectieux. Nous occupions aussi de l'hémovigilance, qui est la surveillance de dons jusqu'aux réactions chez les personnes qui vont recevoir tous ces produits. Ça veut dire, s'ils tombent malades après, nous, on doit les suivre. S'il y a une réaction chez le donneur, s'il tombe en malaise, s'il y a quelque chose qui arrive à la maison, nous aussi, on doit suivre tous ces genres de choses. Et ça, c'est l'hémovigilance. Voici un peu notre activité qui est dans toutes les fédérations de Wallonie-Bruxelles, de Bruxelles-Sud. Charleroi s'en occupe d'eux-mêmes. L'SFS prend en charge l'ensemble de la chaîne transfusionnelle jusqu'aux livraisons. Donc ça veut dire, comme j'ai dit avant, le recrutement, la sélection, le prélèvement, puis aussi les analyses et les traitements et la livraison aux hôpitaux. 34 hôpitaux pour le moment environ où on livre des produits. On a 18 centres fixes, 3200 collectes mobiles dans 800 lieux différents au travers de la Belgique. À ces 34 hôpitaux annuellement, on livre à peu près 145 000 concentrés érythrocytaires, ça veut dire de globules rouges, poches de globules rouges, 22 000 à peu près poches de plaquettes, environ 11 500 plasmas thérapeutiques et environ 65 000 litres de plasma pour le fractionnement, ça veut dire de faire des médicaments comme l'albumine, les immunoglobulines et aussi des facteurs de coagulation. Alors, le sang, c'est quoi?
En don de sang, c'est 3 produits. Si on regarde ici à gauche, vous avez une poche de sang totale quand vous donnez votre sang, qui est séparé en 3 produits différents. On a du plasma, de plaquettes et de globules rouges. 55% de notre sang est fait de globules rouges, de plasma, pardon. 41% de globules rouges et 4% de plaquettes et de globules blancs. Donc c'est pour ça que quand vous donnez une poche de sang, on dit que vous pouvez sauver 3 vies. Donc si on regarde ici en bas, dans la photo, le globule rouge, par exemple, peut être utilisé pour sauver une femme enceinte. Les plaquettes peuvent être utilisées, par exemple, pour sauver quelqu'un qui est atteint d'une leucémie. Et le plasma peut être utilisé pour des maladies génétiques ou des autres problèmes de la route, des accidents de la route et tout ça. Ici, on a les 4 dons qu'on peut faire au sein de la Croix-Rouge. On a d'abord le don de sang qui peut se faire tous les 2 mois légalement, mais 4 fois par an. Ça se fait dans tous les lieux, dans les collectes mobiles, dans les centres de prélèvement. Ça prend environ 30 à 45 minutes. Le temps de conservation est 42 jours à peu près. Et tous les groupes sanguins sont les bienvenus. On en a besoin de tout. Vous allez voir un peu après pourquoi on a besoin de vraiment tout. On a aussi le don de plasma, qui est très important. On peut donner tous les 15 jours, légalement 23 fois par an, uniquement dans les centres de prélèvement, malheureusement, sur rendez-vous, soit par téléphone ou soit même par Internet sur donordeplasma.be. Ça prend entre 1h et 1h15, tout compris, remplissage de questionnaire, consultation médicale, et puis le don en lui-même, et puis la collation après. Tous les groupes sanguins aussi sont les bienvenus. Ça aide à faire, comme j'ai dit avant, des médicaments chez des fractionneurs et aussi sauver des gens au milieu transfusionnel dans les hôpitaux. Le don de plaquettes, très important en lui-même aussi. On peut le faire 1 fois par mois, uniquement dans les centres de prélèvement, le rendez-vous uniquement par téléphone. Il faut avoir fait au préalable 2 dons de sang ou un don de sang, un don de plasma avant, comme ça on peut faire le moyen de quelques résultats qu'il faut pour voir si vous êtes apte vraiment à donner. Par contre, on est à la recherche de groupe O et groupe A au niveau des plaquettes, comme c'est les 2 groupes les plus répandus ici en Belgique. C'est 1h45, 12h, disons, tout compris. Et le temps de conservation de ça, c'est à peu près 5 jours seulement. Et donc, c'est pour ça qu'il en faut en continu. Le don de cellules souches, c'est le 4e don, mais ça, je vais laisser à ma collègue, Madame Jouprel, vous expliquer après moi, qui va expliquer toutes les particularités par rapport à ça. Voici le parcours d'un don de sang. Donc, d'abord, on a le don, et de ce don, on prélève des échantillons et une poche de sang en même temps. Les échantillons vont aller pour faire des analyses au niveau de notre labo et les poches vont aller au même endroit, mais pour être séparées dans les 3 produits. Si les 2 sont conformes, alors là, ils peuvent être envoyés dans des hôpitaux et alors aux fractionneurs au niveau de plasma. Si par contre, malheureusement, ils ne sont pas conformes, alors normalement, on ne saura pas utiliser le produit. Donc c'est pour ça qu'on pose des questions au niveau des maladies sexuellement transmissibles et des autres virus qui peuvent exister ou qui peut rendre la personne malade. Encore plus malade qu'ils sont, bien évidemment. Donc qu'est-ce que c'est un groupe sanguin? Malheureusement, nous ne choisissons pas notre groupe sanguin. C'est des gènes qui viennent, c'est nos gènes, et nos gènes ça vient de nos parents. Et donc le groupe sanguin, c'est en fait, si on peut imaginer comme des petits points sur le globule rouge, des antigènes, ce qu'on appelle. La présence de cet antigène, par exemple, si vous êtes groupe A, ça veut dire que vous avez des petits points sur le globule rouge qui sont A, alors là, vous serez groupe A. Si vous avez les 2 des petits points A et les petits points B sur le globule rouge, vous êtes AB. Et si vous n'avez aucun point, 0 point sur le globule rouge, vous êtes groupe O. C'est un autre antigène dans notre corps qui va décider si vous êtes RH positif ou négatif. Donc ça, c'est l'antigène D,
mais c'est un autre antigène, on ne va pas aller aussi loin dans les particularités. Ici, on voit la répartition majoritaire des groupes sanguins ici en Belgique. On voit ici que le groupe O et le groupe A sont le plus répandus ici en Belgique, et le groupe B et le groupe AB sont les groupes les moins communs ici en Belgique. On voit aussi qu'un RH positif est plus commun qu'un RH négatif. Et c'est pour ça que tout le monde doit donner du sang, parce qu'il en faut pour tout le monde. Ici, on voit une petite particularité, parce que des gens d'origine africaine ont des groupes sanguins ou des particularités sanguines au niveau des antigènes un petit peu plus difficiles à trouver ici en Belgique. Et donc, on voit qu'il en faut vraiment du sang pour soigner quelqu'un qui ne vient pas d'ici en Belgique. Et avec l'immigration qui est en train d'augmenter, on est en train de tomber sur des gens qui ont vraiment des groupes sanguins un peu rares et donc qui auront besoin de sang qui viennent de cette origine-là, parce que c'est des seuls gens qui en possèdent. La personne qui est hospitalisée, qui va recevoir la poche, quoi que soit de plasma ou de plaquettes ou de sang, doit recevoir du sang le plus proche de leur groupe sanguin. Ça veut dire qu'il doit être compatible. C'est encore plus important chez la femme enceinte, chez des femmes qui sont en âge de procréation et en transfusion répétée. Donc si la personne va retourner à l'hôpital ou qui a besoin de 5 poches à la suite, ils ont besoin d'avoir du sang qui est vraiment exactement le même comme eux. En cas d'incompatibilité, alors là on voit que la transfusion est inefficace et donc ça peut mettre la vie en danger dans certains cas. Parlons un peu de plasma. Le plasma, c'est quoi? Le plasma, c'est la partie liquide qui contient des protéines essentielles, des immunoglobulines, des facteurs de coagulation et de l'albumine. Tout peut être utilisé pour soigner quelqu'un qui est malade. On vient de le voir sur la vidéo qui vient de passer. La répartition de nos dons de plasma, 56% de nos plasmas viennent de sang total. Malheureusement, pour faire une dose thérapeutique de plasma, il en faut 5 à 6 poches de sang où on va mélanger le même groupe sanguin ensemble pour créer une dose thérapeutique. On n'a que 43% de dons qui viennent d'un don de plasma phérèse, donc ça veut dire de plasma tout seul. Et c'est ça qu'on doit essayer de stimuler et de sensibiliser les gens à faire de plus en plus, parce qu'on a besoin de plus en plus. On a besoin de remplir des besoins qui hospitaliers et même au niveau de la loi de l'autosuffisance pour soigner le plus de gens que possible. Ici, on voit 300 000 personnes, patients européens, ont besoin de médicaments qui sont dérivés de plasma. C'est pour traiter des maladies génétiques, des maladies rares, chroniques, ou même les accidents de la route ou des traumatismes. Donc c'est très très important. Pour ces patients, les médicaments qui sont dérivés, c'est un vrai bouée de sauvetage pour sauver leur vie, car ils aident l'organisme à remplacer les protéines manquantes et les protéines déficientes. L'objectif, comme je viens de dire, c'est d'être stable au niveau de nos prélèvements et d'augmenter la qualité de vie de nos patients hospitaliers. Nous sommes face à quelques défis au niveau de plasma. On a un besoin croissant dans les traitements et dans les déficits immunitaires primaires et secondaires. Et pour le moment, on est en dépendance pour le moment sur les États-Unis pour fournir des litres qu'il faut pour soigner ces gens qui sont hospitalisés. Donc nous, on a un objectif, comme vous voyez, en 2019, d'avoir une autosuffisance de produire 60 000 litres ici en Belgique par année. Et ça fait qu'augmenter chaque année. Normalement, on doit augmenter d'à peu près 5%. Les plaquettes aussi, très très important. Ils jouent un rôle dans la fermeture de blessures et d'arrêter les hémorragies. C'est utilisé pour soigner des cancers ou des maladies de sang
et dans les chimiothérapies, suite à une chimiothérapie, comme le plasma, on a besoin de plus en plus aussi, mais la plupart viennent de dons de sang. Donc aussi 5 à 6 ou à 7 poches de sang qui doivent être mélangées pour créer une dose thérapeutique pour quelqu'un qui a une leucémie. On peut aussi faire des dons de plaquettes, que des plaquettes en aphérèse, comme le plasma. Ça prend un petit peu plus de temps et c'est ça qu'on doit faire. On doit faire face à ça parce que la plupart des gens n'ont pas le temps de venir donner. On cherche des groupes O et des A, comme j'ai dit avant. Nous avons quelques enjeux. On doit faire face à beaucoup de challenges, à 4 challenges majeurs, qui est le recrutement et la fidélisation de nouveaux donneurs, suivant l'évolution du comportement des donneurs, la société, l'évolution de notre société. On a besoin d'adapter nos besoins en sang. Comme j'ai dit, avec l'immigration, il en faut de plus en plus de sang, disons, rares, ou ce qu'on ne trouve pas chez les Européens. C'est pour ça qu'on fait des campagnes de sensibilisation dans les communautés africaines et autres, dans des autres communautés qui sont susceptibles d'avoir des groupes sanguins plus rares. Il y a un accroissement des besoins en plasma pour le fractionnement, pour faire ces médicaments aux bases des albumines, des immunoglobulines et de facteurs de coagulation. Les quotas, par contre, sont imposés par la loi belge pour continuer à augmenter au niveau de plasma qu'on est en train de collecter. Et puis en plus, on doit faire tout avec des financements qui sont peut-être moins ou les coûts qui sont toujours en train d'augmenter. Et donc on doit jouer avec tout. Ici, vous avez quelques critères pour donner du sang. Il faut avoir plus de 18 ans, mais pour le premier don, moins de 66 ans. Il faut peser au moins 50 kilos et il faut être en bonne santé. Prendre des médicaments ne va pas dire que vous n'êtes pas en bonne santé. La plupart des médicaments n'empêchent pas le don. On va voir quelques fausses croyances par rapport aux médicaments qui empêchent les gens de même penser à donner. Mais honnêtement, il n'y a pas beaucoup qui vont vous empêcher à donner. C'est plutôt la pathologie derrière qui peut être contraignant. Du côté receveur, les produits doivent être sûrs. Et c'est pour ça que nous sommes là pour poser des questions sur les maladies transmissibles, sexuellement transmissibles, au niveau des hépatites, du VIH, au niveau de comportements à risque, comme des tatouages, des piercings, de consommation de drogue, des relations homosexuelles avec un homme, des tatouages, des piercings, des voyages et aussi des contre-indications médicales liées aux médicaments, aux interventions ou même des examens spécifiques. Les fausses idées de quoi j'ai parlé, c'était au niveau des médicaments que les gens croient qu'ils ne peuvent pas vraiment donner de sang s'ils ont la diabète ou s'ils ont des problèmes de thyroïde ou s'ils ont des autres problèmes de santé. Mais ça, malheureusement, c'est faux. Heureusement, c'est faux. Et il y a aussi des fausses idées sur le fait que si on est tatoué, on ne peut pas donner, qui n'est pas vrai non plus. Il faut juste attendre un certain délai avant de venir donner. Il y a certaines barrières pratiques comme la vie quotidienne, comme le travail, les transports en commun, l'accessibilité ou même la langue. Il n'y a pas non plus ce sentiment d'urgence à donner dans la population. On a un peu de mal quand on fait une sensibilisation ou un appel en urgence d'avoir des gens qui le prennent au sérieux et qui viennent actuellement vraiment donner. Il peut y avoir une méconnaissance du système transfusionnel belge et puis alors un manque de confiance envers l'institution à cause de ça ou des rumeurs ou des autres choses qu'ils ne comprennent pas
ben, ça leur donne un manque de confiance dans notre système. Il y a la peur de discrimination, il y a la peur de l'aiguille, il y a la peur de faire des malaises, la peur de sentir mal. Il y a plusieurs peurs qui peuvent jouer pour empêcher des gens à venir donner. Il y a des représentations culturelles, ça veut dire des communautés qui ne croient pas dans le don de sang ou qui ne peuvent pas venir donner de sang. Et tout ça, ce sont des freins sur notre chemin et on doit essayer de trouver une façon de gérer tout ça et d'aller au-delà de tout ça. Le don de sang est un acte volontaire, anonyme et généreux. Ça joue un rôle vital dans le système de santé publique. Il y a des milliers de patients qui ont besoin d'une transfusion sanguine pour sauver leur vie, pour avoir une bouée de secours quelque part. Le don repose sur la solidarité nationale et il n'y a aucune alternative, il n'y a aucun don global synthétique qui peut être mis en place pour sauver des vies. Donner, c'est offrir la vie. Et ici, on a une petite anecdote. 7 personnes sur 10 auront besoin un jour d'une transfusion sanguine, mais il n'y a qu'une personne sur 10 qui donne le sang. Nous connaissons forcément tous ou toutes une personne concernée. Ça, c'est notre contact si jamais vous avez besoin de prendre rendez-vous. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, docteur. Merci, docteur. Voilà. Retrouvons maintenant Madame Juprel, puisque nous avons entendu parler d'elle ici il y a quelques minutes, qui est coordinatrice du don de cellules souches au service de sang de la Croix-Rouge, pour nous présenter et nous parler de l'importance du don du sang. Bonjour à toutes et à tous. Avant tout, je voudrais vous remercier pour votre présence. Malgré la météo, vous êtes là, alors qu'elle nous appelle plutôt à l'apéro et au bon barbecue. Alors, on va revenir vers un accent un petit peu plus liégeois. Je suis désolée, Gotham. Voilà. Vous m'en excuserez. Je voudrais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'Oscar et de Jean. Jean et Oscar ne se connaissent absolument pas. L'un vit au Canada et l'autre vit ici en Belgique. Pourtant, un jour, en quelques heures, Oscar va peut-être sauver la vie de Jean. Bref, j'ai 10 minutes, non pas pour vous faire un cours de biologie, mais tout simplement pour vous motiver à peut-être un jour devenir, comme Oscar l'a été pour Jean, un héros. Je vais donc vous parler vous avez entendu parler par le docteur Chopra du don de sang, de plaquettes, du don de plasma, et le 4e type de don était le don de cellules souches. Parmi vous, est-ce que, mis à part mes collègues qui sont ici et que je remercie, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui connaissent ce qu'est une cellule souche hématopoïétique? Levez la main. Ah, ben voilà. Eh ben on va continuer. Donc, les cellules souches hématopoïétiques proviennent de la moelle osseuse. Bien entendu, je ne vais pas vous parler d'elle en tant qu'un mets délicieux, mais plutôt de l'intérêt biologique non négligeable d'un point de vue médical. En effet, la moelle rouge des os renferme nos cellules souches. Tant qu'elles sont dans la moelle rouge des os, les cellules souches ont 2 particularités. La première, c'est qu'elles vont s'auto-renouveler, elles vont continuer à se diviser. Et la deuxième, c'est que tant qu'elles sont logées là-bas, elles n'ont pas de fonction. C'est au moment où elles vont passer dans la circulation sanguine
qu'elles vont acquérir leur fonction et devenir des globules rouges, des globules blancs ou des plaquettes. Mais je me suis un petit peu éloignée de mon histoire et je vous propose de faire un petit voyage et de partir au Canada. Jean, malheureusement, souffre d'une leucémie. Vous connaissez un cancer de la moelle, je ne vais pas vous décrire ce que c'est. Alors, au début, les médecins vont faire un traitement de chimiothérapie, voire de radiothérapie, qui malheureusement pour Jean n'ont pas fonctionné. Ils vont se retourner vers la thérapie cellulaire, et ce n'est pas possible pour Jean. Alors il ne reste qu'une solution, c'est d'aller voir au sein de la famille si éventuellement il y aurait un donneur potentiel qui pourrait donner de la moelle ou des cellules souches pour notre brave Jean. Malheureusement, malgré ses 5 frères et sœurs, ses 15 cousins, personne n'est compatible. Alors il n'y a plus que la carte de la dernière chance. Et la carte de la dernière chance, elle se situe au niveau du registre des donneurs de cellules souches pour personnes non apparentées. Là-bas, on trouve 40 millions de donneurs potentiels. Mais comment s'y sont-ils retrouvés, allez-vous me demander? Eh bien, tout simplement, nous allons revenir en Belgique. Et là, je vais vous raconter l'histoire d'Oscar. Oscar, un jour, il a 22 ans, il pousse la porte d'un centre de transfusion sanguine et venir donner du sang. Il passe l'examen médical, il fait son don de sang, il est à la collation et là, son regard est attiré tout simplement par notre petit flyers qui concerne le don de cellules souches. Il le consulte, il demande à nos collègues un petit peu des renseignements qu'ils vont lui fournir. Et il réfléchit, notre ami Oscar. Il est donneur de sang, et comme le don de cellules souches, les conditions sont identiques au don de sang, et il a moins de 40 ans. Donneur idéal. On lui dit un petit peu, allez, voilà, réfléchissez, vous revenez la prochaine fois. Et puis, Oscar nous dit, écoutez, non, tout compte fait, j'ai bien réfléchi, moi, je suis prêt. On lui explique, en tout cas, que c'est un engagement à long terme. C'est une décision tout à fait personnelle, réfléchie, volontaire. Le don est anonyme, autrement dit, le donneur ne saura jamais pour qui il a donné, et le receveur ne saura jamais qui a donné pour lui. Il est tout à fait gratuit, et son engagement, c'est jusqu'à 60 ans. Alors pourquoi 60 ans? En fait, il va être inscrit dans le registre et à 60 ans, il est retiré du registre. Mais il a la possibilité, en tout cas, s'il le désire, de nous téléphoner et de dire écoutez, moi, je ne veux plus être donneur de cellules souches, ma décision, je l'ai prise peut-être un peu comme ça, j'étais jeune, et elle est révocable, donc il peut nous dire je me retire du registre librement et sans justification. Alors il nous dit, ok, moi je suis prêt, je m'inscris. Comme il est donneur de sang qui vient de donner, il a passé l'entretien médical, il ne lui reste plus qu'à remplir un consentement et à donner un échantillon de sang. Alors qu'allons-nous faire avec cet échantillon de sang-là? Nous allons faire le typage HLA de notre ami Oscar. Qu'est-ce qu'un typage HLA? Gautam vous a expliqué tout à l'heure un petit peu les particularités sur les groupes sanguins avec les petites points sur les globules rouges. Ici, le typage HLA, c'est la carte d'identité de vos cellules. Et nous avons tous un typage HLA différent. Pour pouvoir donner, il faut que le typage du receveur soit le plus proche possible du typage du donneur. Les mois se passent, notre ami Oscar continue à donner. Si même il ne donne pas, voilà, c'est un choix. Et il y a quelques mois, quelques mois maintenant, j'ai reçu une demande du Canada. En fait, c'était pour notre ami Jean. Le typage HLA de Jean était très proche de celui d'Oscar. Et on nous demandait de faire la confirmation de la compatibilité entre le donneur et le receveur.
J'ai retéléphoné à Oscar et je lui ai demandé une deuxième fois s'il était toujours d'accord de donner des cellules souches. Il pouvait très bien me répondre non. Il ne devait absolument pas se justifier. Il me répond qu'il est tout à fait d'accord et je lui demande de se présenter dans un centre de transfusion sanguine où il reverra un médecin et où il donnera un échantillon de sang qui va partir à l'étranger chez le receveur. Ne croyez pas que ça va si vite. Il y a quand même un délai entre l'inscription, entre la confirmation de la compatibilité et le don. Donc, 1 mois, voire même 2 mois plus tard, j'ai reçu la confirmation que Oscar était bien le donneur le plus compatible pour notre ami Jean. Je lui ai téléphoné et je lui ai demandé une 3e fois s'il était toujours d'accord de donner des cellules souches. Étant toujours d'accord, je lui ai demandé de se rendre dans un des hôpitaux agréés pour pouvoir faire un prélèvement de cellules souches. C'est soit l'UCL, soit l'ULB, ou ici c'est le CHU. Et il s'y est rendu une première fois où il a rencontré le médecin qui est en charge du prélèvement. Le médecin va lui donner des petites injections de facteurs de croissance à faire lui-même ou simplement, s'il le souhaite, il peut faire venir une infirmière, sachant que tous les frais sont pris en charge. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces petits facteurs de croissance-là ? Ils vont stimuler la moelle à fabriquer des cellules souches. Alors, la moelle va fabriquer, et c'est un petit peu comme quand on met du sucre dans le café, à un moment donné, le sucre il ne se dissout plus. Donc la moelle, elle est un petit peu saturée en cellules souches et elle va les libérer au sein de la circulation sanguine. Après 5 jours d'injection, notre ami Oscar s'est rendu au CHU et il a pu faire son don de cellules souches. Ici, vous voyez, c'est une machine un peu semblable au don de plaquettes. Vous voyez, il est souriant, donc apparemment, c'est qu'il n'a pas trop mal. Il faut savoir que le don dure 4 heures et qu'il n'y a pas d'anesthésie. Il est alité ici. Pourquoi, ne vous inquiétez pas, c'est un choix. C'est le choix soit du médecin, soit du donneur. Tout simplement un choix de confort. Ça dure 4 heures. 4 heures dans un fauteuil, c'est peut-être plus agréable d'être dans un lit. Surtout qu'il faut garder quand même la température à un certain niveau. On ne peut pas rester 4 heures dans un fauteuil, vous verrez que vous aurez vite froid. Donc, il n'a pas eu d'anesthésie. On constate qu'un don de cellules souches, les cellules souches, on a une meilleure reprise au niveau du greffon. Et les cellules que notre ami Oscar aura données seront régénérées en ayant les 10 jours. Il aurait pu choisir un autre type de don. Ce n'est pas tellement lui qui a le choix, c'est au départ les médecins du receveur, mais le choix, en tout cas, final de dire oui au don de cellules souches ou oui au don de moelle, c'est quand même le donneur aussi qui va émettre son avis. Et l'autre type de don, c'est donc le don de moelle osseuse. Et là, c'est sous anesthésie, ça nécessite une hospitalisation de 24 à 48 heures. Et on va chercher la moelle osseuse au niveau des crêtes iliaques ou au niveau du sternum. Voilà, je vous ai parlé des 2 types de dons que l'on peut faire. Notre enjeu, c'est de trouver des donneurs. Chaque inscription est une chance de plus et chaque chance, une vie sauvée. Vous pouvez trouver tous les renseignements sur notre site www.donneursdesang.be ou tout simplement lorsque vous irez donner du sang, ou je vous ai quand même mis un numéro de GSM, c'est moi qui réponds, ne téléphonez pas à minuit. Donc je réponds aux questions et je suis là aussi pour prendre vos inscriptions préalables, mais vous devrez de toute façon vous rendre dans un centre de transfusion pour voir un médecin. Je vous laisse lire ma dernière dia et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Juprel. C'est le docteur Florquin, immuno-rhumato-pédiatre
à l'hôpital de la Citadelle de Liège, qui va nous faire la présentation des enjeux du plasma et besoins en immunoglobine. Voilà, je l'ai dit. Bonsoir à tous qui ont pris le temps de venir ce soir. Merci à la province et à la Croix-Rouge d'avoir co-organisé ça, parce que ça donne l'occasion de parler d'un sujet quand même important pour les patients, parce que c'est des vrais patients dont qui tous les jours ont des besoins en produits dérivés du sang. On ne va pas faire de la médecine très complexe, parce que sinon on en a pour 3 heures. Et donc on va essayer de faire des choses simples, de savoir à qui ça s'adresse ces besoins, pourquoi on le fait et est-ce qu'il y a des alternatives et pourquoi le sujet il est un peu brûlant quand même ces dernières années en Belgique et dans le monde. Alors comme vous l'avez vu dans la première présentation, à partir du sang, on peut fractionner en globules rouges, en globules blancs et plaquettes et en plasma. Le plasma, c'est du liquide, hein, mais il renferme l'ensemble des protéines du sang. Et il y a 3 grands types de protéines dans le plasma. Il y en a des milliers en fait, mais qui sont utiles comme médicaments en médecine. Ça va être l'albumine, ça va être les anticorps, ce qu'on appelle les immunoglobulines. Et là, il écrit fibrinogène, c'est tous les dérivés et les facteurs de coagulation qui permettent au sang de coaguler et au saignement de s'arrêter. Alors, on va reprendre point par point, parce qu'il fait un peu plus que les immunoglobulines. L'albumine, elle est essentiellement utilisée dans les soins intensifs chez certaines personnes qui ont une insuffisance au niveau du foie, qui ne fabriquent plus d'albumine. Chez les grands brûlés, c'est des situations où on peut avoir besoin, soit très ponctuellement, soit de manière régulière, d'albumine. À l'heure actuelle, on n'a pas des masses d'alternatives pour ça, mais les besoins, ils n'évoluent pas énormément d'une année à l'autre, et ça évolue avec les progrès de la médecine, mais ils sont relativement constants. Les facteurs de coagulation, donc c'est ce qui permet de vous empêcher de saigner. La plupart des gens n'ont aucun problème et ça s'arrête tout seul. Certains patients, soit parce que de manière génétique, ils sont défaillants dans un facteur de coagulation, notamment les hémophiles ou d'autres problèmes de coagulation, soit parce qu'ils ont une infection grave, parce qu'ils ont eu une chirurgie, parce qu'il y a eu éventuellement un gros accident de la route avec des gros traumatismes, ils peuvent avoir un déficit aussi qui nécessite de manière ponctuelle ou de manière chronique toute leur vie des facteurs de coagulation. Historiquement, on utilisait uniquement des dérivés sanguins. Là, les progrès de la médecine font que dans toute une série de cas, notamment chez les hémophiles, on arrive à fabriquer des médicaments sans avoir besoin de dérivés sanguins. Et donc, ça reste des maladies rares, mais les besoins aussi, ils restent relativement stables parce que dans ces situations-là, on a des alternatives. La troisième partie, c'est celle qui me concerne le plus parce que c'est vraiment les patients que je vois tous les jours, c'est les immunoglobulines, les anticorps. Alors, les anticorps, c'est vraiment des protéines qui vont se lier et reconnaître notamment des microbes et permettre de se défendre contre des microbes. On a des patients qui ont des déficits immunitaires primitifs. On va voir après un peu ce que c'est. On a des patients qui ont des déficits immunitaires secondaires. Quand ils ont reçu une chimiothérapie, dans certains cancers du sang, des leucémies ou des myélomes, on peut ne pas bien fabriquer ces anticorps et avoir une fragilité qui arrive à n'importe quel moment de la vie, y compris chez des personnes de 70, 75, 80 ans. On a aussi des maladies auto-immunes, donc c'est des maladies où le corps va s'attaquer à lui-même, c'est des maladies générales et où parfois donner des immunoglobulines à grosse dose permet de calmer et de contrôler la maladie. Quand on pense à des déficits immunitaires, donc un système immunitaire qui ne fonctionne pas, en général, les gens ils se disent on va faire plus d'infections, on ne va pas bien se défendre contre les bactéries, contre les virus, contre les champignons. Et c'est vrai que principalement, c'est ça. Mais le système immunitaire, ce n'est pas son seul rôle. Il a un rôle important aussi, c'est de faire la police du corps et de reconnaître ce qui est soi et pas soi. C'est notamment, désolé, on va revenir en arrière, notamment, vous et moi, quotidiennement, on a dans les millions de divisions cellulaires dans notre corps, on a parfois des erreurs, des fautes de frappe, des fautes de multiplication et des micro-cancers qui pourraient se développer. Heureusement, la plupart d'entre nous, on a un système immunitaire hyper performant où dès qu'il y a une cellule un peu anormale, elle est éliminée, vite fait, bien fait. Et donc ça, c'est un des rôles du système immunitaire. Les personnes qui ont un déficit immunitaire, ils peuvent avoir, dans un certain nombre de cas, une sensibilité accrue, parfois un peu, parfois énormément, à développer des cancers
beaucoup plus jeunes ou de manière beaucoup plus fréquente que d'autres. De la même manière, normalement, mon corps, il sait ce qui m'appartient et il sait ce qui appartient à un autre. Si on fait une greffe de moelle, si on fait une greffe de rein, une greffe de cœur, on doit donner des immunosuppresseurs pour ne pas que le système immunitaire s'attaque au nouvel organe qui a été donné, qui a été reçu. Parfois, le système, il est perturbé. Et alors, c'est là qu'on a de l'auto-immunité ou qu'on a une prolifération des globules blancs parce que le système de police ne se fait pas tout à fait bien. Et dans les déficits immunitaires, très souvent, on a le corps qui s'attaque à lui-même et on a donc beaucoup plus de maladies auto-immunes. Quand on parle de déficit immunitaire, ça reste des maladies rares, des maladies même très rares. Parfois, il y a 5-6 patients dans le monde. On a des patients ici à Liège où il y a 1 ou 2 familles qui ont été décrites avec cette maladie-là dans le monde. Au total, à l'heure actuelle, on a quand même plus de 500 gènes, 500 protéines du corps qui peuvent être malades et donner des déficits immunitaires. Quand on cumule tous ces malades-là, c'est environ 1 personne sur 2500. C'est les estimations qu'on a de manière mondiale. Ça veut dire qu'en Belgique, il y a 4000 patients qui ont ça. Ça veut dire que dans la province, il y a 400 patients qui, de manière chronique, ont un déficit immunitaire. Là, apparemment, ce n'est pas la DIA qui est des petits changements, mais si on prend un match du Standard, ça veut dire que dans le stade, il y a 10 personnes qui ont un déficit immunitaire. Pour vous donner une idée, à chaque match du Standard. C'est les mêmes, mais on est fan ou on n'est pas fan. Un diagnostic précoce est important. Plus tôt on voit la maladie, plus tôt on peut soigner le patient, et moins on a de complications, moins les organes s'abîment, et mieux on peut l'accompagner. C'est des maladies longues aussi. Il y a des patients qu'on soigne depuis 30-40 ans, notamment en leur donnant des anticorps, leur donnant des immunoglobulines, parce que c'est ceux qui ne savent pas fabriquer. Parfois, il y a des patients, on les découvre plus tard. On se rend compte de leur maladie à 50, 60, 65 ans, et on commence à les traiter à ce moment-là. Et on a des patients de 80, 85 ans, et on considère quand même qu'ils ont un déficit immunitaire primitif, parce que quand on reprend leur histoire, en fait, ils sont malades depuis qu'ils sont ou enfants ou jeunes adultes. Alors la génétique, c'est bien, on ne trouve pas toujours une explication génétique, donc il y a encore beaucoup de points d'interrogation, mais toutes les analyses montrent que le système immunitaire et certaines protéines ne fonctionnent pas et que l'origine est quand même probablement génétique. Alors, dans ces déficits immunitaires, en fait, la grande majorité a tout ce qui est en bleu et en rouge, c'est-à-dire à peu près 80% des patients, ils ont un problème de fabrication d'anticorps. Les anticorps, c'est comme une clé pour une serrure. Vous avez un microbe et vous avez un anticorps. Chaque clé est spécifique d'une serrure. Pour pouvoir vivre normalement avec des millions et des milliers de sortes de microbes différents, virus ou bactéries, on a besoin d'avoir des milliers et des millions de clés différentes. Ça, c'est ce que vous et moi, j'espère, vous et moi, on fait de manière tout à fait normale et efficace tous les jours. Ça veut dire aussi qu'il n'y a aucune entreprise, aucune société, aucun scientifique qui est capable de fabriquer dans un laboratoire des milliers ou des millions de sortes de clés différentes pour correspondre à toutes les serrures dont on a besoin. Et donc c'est pour ça qu'actuellement, la seule manière d'obtenir ces anticorps, c'est à partir du centre donneur. Parce qu'on est les meilleures machines du monde, et votre système sanguin, c'est le meilleur producteur de clés et de trousseaux de clés au monde. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie? Chez les patients, évidemment, ils vont faire beaucoup plus d'infections, et souvent des infections qui nécessitent des antibiotiques. Et donc, dans leur histoire, ils ont beaucoup plus d'antibiotiques. Ça a un impact dans la vie quotidienne. Ils ont beaucoup plus d'absence de l'école, de la crèche quand ils sont tout petits, mais aussi du travail. C'est souvent des patients, ils n'ont pas une vie professionnelle complètement normale. Beaucoup plus d'hospitalisation et globalement un risque de dégradation de la santé au fil du temps. C'est un traitement lourd sur le long terme. La plupart des patients, quand ils ont un déficit immunitaire, même quand on le trouve quand ils ont 3 mois, ils doivent être traités à vie. Et on leur souhaite une vie, maintenant qu'on peut quand même promettre jusqu'à 70, 80, c'est-à-dire une durée de vie et une espérance de vie normale. Alors, les rôles principaux des immunoglobulines, je vous ai dit que dans certaines maladies auto-immunes, quand on donne des grosses doses, on arrive à moduler les choses. Dans les maladies auto-immunes, on a des dizaines d'autres médicaments qui peuvent aider ça. De temps en temps, on les utilise dans des infections très sévères aux soins intensifs. C'est quelques patients par an, mais ça peut aider. La plus grande partie des immunoglobulines qu'on utilise comme médicaments, des anticorps qu'on utilise comme médicaments, c'est pour remplacer ce qui n'est pas fabriqué chez ces 4000 patients en Belgique à peu près, en leur rendant de manière régulière des anticorps qui sont incapables
de fabriquer. Alors, il y a plusieurs manières de l'administrer. Classiquement, et depuis 40-50 ans, on le donne par la veine. C'est des perfusions qu'on fait à peu près toutes les 3 ou 4 semaines en hôpital de jour. Actuellement, c'est ce qu'on fait le plus souvent, c'est 80 à 90% des patients, on le fait à la maison. On fait des injections sous la peau toutes les semaines avec les mêmes anticorps un peu plus concentrés et le patient le fait tout seul à la maison. Avant, les personnes qui peut-être ont été malades dans les années 70 et 80 ou qui étaient parents à ce moment-là, on faisait aussi beaucoup d'injections intramusculaires. Les médecins généralistes faisaient de manière régulière des injections d'anticorps chez les enfants un peu trop malades. Quand on a des maladies auto-immunes, on donne des doses beaucoup plus grosses, c'est-à-dire 2 à 5 fois plus que dans les déficits immunitaires quand on ne fabrique pas les anticorps, parfois de manière très prolongée sur plusieurs années. Ça veut dire que plus il y a de patients, plus il y a de besoins qui augmentent au cours du temps. Juste pour vous remettre une image, entre la différence entre ceux qui vont recevoir à l'hôpital une grosse dose toutes les 3-4 semaines avec des anticorps qui vont redescendre et ceux qui se traitent à la maison qui sont beaucoup plus réguliers. Alors pourquoi est-ce que c'est important pour le moment? Il y a eu une enquête avec une fondation américaine qui s'occupe de déficits immunitaires et on voit que en 2013 et 2021, c'est quand même très récent, ceux qui sont traités à l'hôpital, il y a eu un doublement du nombre de patients et des quantités d'anticorps. Un peu chez ceux qui se traitent à la maison. Pour la forme sous-cutanée, je vous ai dit qu'est-ce qui se faisait le plus. On a 4 fois plus de patients sur 8 ans qui se traitent à la maison. Et c'est une enquête essentiellement basée aux États-Unis. Globalement, et on vous l'a dit aussi, les besoins en plasma et en anticorps, ils augmentent d'à peu près 5% par an. Il y a eu, avec le Covid, une baisse des dons et il faut essayer de rattraper ça parce que les besoins, ils n'ont pas changé. Il y a de plus en plus de demandes parce qu'il y a de plus en plus de pays aussi qui ont besoin de plasma, qui ont besoin d'immunoglobulines. Il y a beaucoup plus de pays où on peut se permettre de se payer ce médicament-là. C'est un médicament, ça a un coût. Et avant, c'était un peu réservé aux pays occidentaux. Maintenant, il y a de plus en plus de besoins partout dans le monde. On a de plus en plus d'immunodéficience secondaire. Donc, ça va être le même tableau clinique, mais ça va être lié soit à des traitements médicamenteux, notamment des chimiothérapies de cancer, ou à des maladies particulières. Donc, on vit plus vieux, on vit mieux, et donc on a de plus en plus ces besoins-là. Mais donc le marché, il est global. Le plasma, on vous a dit tout à l'heure, on dépend des États-Unis, mais les États-Unis, même s'ils collectent beaucoup, ils distribuent partout dans le monde. Et donc il faut essayer de pallier ça, et c'est pour ça que c'est un problème actuel. Ça, c'est juste pour vous montrer aussi les projections, et ça c'est encore plus récent, entre les millions de grammes, donc on peut dire des tonnes, d'anticorps et de plasma nécessaires entre 1986 et 2024. Donc on était à 9 tonnes à ce moment-là, on est à 290 tonnes. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête, si vous voulez, dans les années qui viennent, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées auparavant. Si on prend un patient adulte, comme la plupart d'entre vous, s'il a un déficit immunitaire, il va avoir besoin d'à peu près entre 300 et 400 grammes d'anticorps par an. Pour faire ça, ça veut dire qu'il va avoir besoin de 7 à 9 litres de sang pour pouvoir fabriquer ces anticorps-là. Donc, si vous étiez malade, vous dépendez de donneurs qui vont donner 9 litres de sang par an pour vous soigner 1 an. Et la plupart des patients, ils sont soignés 10, 20, 50, 60 ans. Alors, à long terme, on essaye de trouver d'autres solutions pour arriver à mieux améliorer. Il y a vraiment des techniques qui sont en recherche pour avoir moins besoin de plasma, mais on n'y est pas encore. Ce sera peut-être le cas dans 10 ans, dans 20 ans, mais on n'y est pas encore. Au niveau de la disponibilité, ça, on peut faire quelque chose en ayant plus de donneurs, en ayant plus de centres. Il y en a déjà pas mal, mais en soi, on peut. En faisant des choix, en disant il faut quand même garder ce plasma-là et ces anticorps-là pour les patients qui ne sont vraiment incapables de le faire. Quand on peut traiter avec d'autres médicaments, avec d'autres manières, il faut peut-être faire autrement. Et en essayant de mettre des régulations. Parce qu'il y a des coûts, ça reste une matière un peu commerciale, c'est un peu désagréable d'en parler, mais c'est la réalité aussi de la médecine à l'heure actuelle. Et donc, il faut garantir que les patients, y compris en Belgique, ont toujours accès à ça. Il n'y a pas de si longtemps, il y a 4-5 ans, il y avait une tension sur les prix.
et on comptait un peu, vraiment, on grattait les fonds de sac pour pouvoir traiter les patients en fonction de ce que les compagnies pharmaceutiques nous distribuaient comme quantité d'anticorps. Donc j'espère que je vous ai convaincu que les immunoglobulines, les anticorps, c'est un médicament indispensable pour des milliers de patients en Belgique. Chaque patient est unique et pour lui, ça peut être vraiment vital. On ne peut pas les fabriquer, on dépend vraiment de vos machines, de votre corps qui est la meilleure machine pour les fabriquer. Il y a des rôles de substitution, c'est le plus important, il y a d'autres rôles aussi, mais il y a vraiment beaucoup plus de demandes et une offre qui n'augmente pas, même si elle augmente, pas tout à fait en conséquence. Et donc on a besoin d'avoir des sortes de références, on a besoin d'avoir plus de dons pour arriver à compenser et à simplement satisfaire les besoins actuels et futurs de la population belge, de la population liégeoise. On ne le souhaite pas pour vous, mais vous aurez probablement un jour dans votre entourage quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Je vous remercie de votre attention et s'il y a des questions, on pourra les reprendre tout à l'heure. Docteur Fleurquin, merci. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous allons donner maintenant la parole à Madame Desjardins, maman du petit Arthur, que nous avons découvert lors de la projection du court-métrage « La vie d'Arthur ». Alors, Arthur, il a 6 ans et il est atteint d'une maladie rare de la moelle. Bonsoir. Bonsoir, Madame Desjardins. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Alors, Madame Desjardins, on va parler d'Arthur. Et j'ai une petite question pour vous, pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en quelques mots, de quoi souffre Arthur? Donc Arthur a une maladie de la moelle qui fait qu'il ne produit pas assez de globules rouges et que son immunité est affaiblie. Donc, ce qui fait qu'il est beaucoup plus sujet à développer des complications lorsqu'il a un virus et il ne sait pas lui-même produire ce dont son corps a besoin en termes de globules rouges. Et comment avez-vous découvert la maladie d'Arthur? Alors, on a découvert la maladie d'Arthur quand Arthur avait 6 semaines. Il a eu une période de fièvre. Et lorsqu'on a un nouveau-né à la maison, on sait qu'on doit, lorsqu'il a de la fièvre, l'emmener à l'hôpital. Il a eu une batterie de tests. Et là, on nous a interpellés parce que son taux d'hémoglobine était très, très bas. Et le fait que ce taux d'hémoglobine soit si bas, on n'avait pas vraiment de réponse directement. On ne savait pas nous dire ce que c'était. Mais il a dû être transféré aux soins intensifs pour recevoir, donc, à l'âge de 6 semaines, sa première transfusion. Ensuite, s'en est suivi une multitude d'examens qui ont montré que sa moelle était déficiente en termes de fabrication de globules rouges et que son immunité était faible. Donc, à ce moment-là, on ne savait pas encore que les transfusions allaient être quelque chose de primordial dans la vie d'Arthur et pas juste une fois pour pallier à quelque chose. Quel traitement doit-il suivre? Donc à l'heure actuelle, Arthur a besoin de transfusions toutes les 3 à 4 semaines, des transfusions de globules rouges et d'immunoglobulines, donc comme on vient de le voir. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que ces transfusions-là, elles ne vont pas guérir Arthur, donc elles pallient à quelque chose qu'il ne s'est pas lui-même créé, et on en a besoin jusqu'à la fin de sa vie. Donc pour le moment, on n'a pas de possibilité, comme on a vu ici aussi, il n'y a pas d'autres traitements qui font qu'on peut trouver les globules rouges dans un médicament ou autre. Donc ces transfusions-là, il en a besoin toutes les 3 à 4 semaines. L'une des solutions qui pourrait être envisagée, c'est avoir le don de cellules souches, comme on l'a vu aussi avec le docteur Juprel, où là, on pourrait espérer, mais sans aucune garantie, qu'Arthur soit guéri de la maladie. Et comment va Arthur? Arthur va bien, et c'est un petit garçon épanoui, plein de vie, et qui croque la vie à pleines dents, et c'est lui qui nous pousse à essayer de partager son histoire, parce que on a vraiment l'impression que tant qu'on n'a pas été confronté à quelqu'un qui a besoin ou de sang ou de plasma ou autre, on ne se rend pas compte de l'importance que ça a. Et une fois que encore plus son enfant, je pense, a besoin de ça pour vivre, on se rend compte qu'il faut vraiment sensibiliser autour de nous pour que les personnes se rendent compte du cadeau qu'ils peuvent nous faire. Un peu de motivation, pourquoi doit-on donner? Dites-nous. Là, on a déjà vu qu'il y avait beaucoup de raisons de donner ce soir. Mais pourquoi donner? Parce que dans votre vie, vous aurez sûrement, et ce n'est pas du tout ce qu'on vous souhaite, mais sûrement
une fois une personne proche ou moins proche qui aura besoin ou de sang ou de plaquettes ou autre. Et à ce moment-là, cette impuissance de se dire moi je ne peux pas l'aider, mais je dépends complètement d'autres personnes, ce n'est pas toujours facile à gérer, mais savoir que la solidarité est là et que on peut sauver grâce à des dons qui en soi ne prennent pas énormément de temps, qui ne sont pas nocifs. C'est vraiment juste un cadeau et c'est faire un cadeau qui donne la vie, quoi. Madame Dujardin, merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Vous mérite quand même quelques applaudissements. Merci. Alors, je vous propose de continuer avec le docteur Royou, qui est pédiatre infectiologue spécialisé en drépanocytose à l'hôpital de la Citadelle de Liège, afin de nous présenter les enjeux du don de sang pour les patients atteints de drépanocytose. Merci pour l'introduction. Je suis peut-être un peu petite. Voilà. Et merci en effet d'avoir organisé cette conférence et merci au public qui est là pour l'écouter. Donc moi, ma mission, ça va être plutôt d'envisager le côté du globule rouge et pour ce faire, on va aborder le cas des patients drépanocytaires. Donc la drépanocytose, un mot compliqué pour parler d'une maladie qui concerne le globule rouge. Elle tient son nom du grec, donc du mot grec drepnos, qui est traduit par faucille. Et elle a d'autres noms dans toute une série de cultures et de langues, notamment l'anémie falciforme, la maladie SS, la cyclémie, etc. C'est une maladie qui est connue quand même depuis longtemps, environ milieu du 19e siècle, et dont la description a la première fois été faite en 1910 aux États-Unis, où on a repéré en fait cette anomalie des globules rouges au microscope. Donc c'est une maladie qui concerne l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une protéine qui se trouve dans le globule rouge. C'est elle qui transporte l'oxygène et qui permet d'apporter l'oxygène à nos tissus. C'est une protéine formée de 4 sous-chaînes qui sont relativement souples et elles permettent au globule rouge d'avoir cette forme ronde et souple qui lui permet un peu de se mouvoir partout dans le corps. Alors ça, c'est des images compliquées, mais c'est pour vous montrer en quelques schémas vraiment le problème de cette maladie. Donc, je ne sais pas si j'ai... Oui, voilà. Donc en fait, tout commence en fait dans le code génétique où juste là, un acide aminé, par une mutation, est transformé en un autre. Et donc, on a ici une valine qui prend la place d'un acide glutamique, et c'est vraiment ça qui est le déclencheur de la maladie. À cause de ça, il y a des changements physiques et chimiques dans la protéine qui font que dans certaines conditions, au lieu d'être bien souple, elle devient rigide, elle est hydrophobe, et dans certaines conditions, notamment la désoxygénation, elle donne aux globules rouges, parce qu'elle se polymérise vraiment en petites baguettes, comme ça, une forme différentes et vraiment une susceptibilité à la fracture avec des globules rouges qui peuvent rapidement se rompre et laisser sortir l'hémoglobine. Ça, c'est le problème de la drépanocytose. Donc, pour vous donner une idée, ici, c'est un frottis sanguin. Donc, c'est une goutte de sang qu'on étale sur une lame et qu'on regarde au microscope. On y reconnaît les globules rouges qui sont comme des bouées parce que leur centre est aplati et très fin. On y voit quelques plaquettes, donc ces petites... tache mauve qu'on a ici, et il y a un petit globule blanc qui se balade au milieu. Donc ça, c'est le sang normal de quelqu'un qui a une hémoglobine de type A, on dit A pour adulte, et donc qui n'est pas atteint de drépanocytose. Ici, on a un frottis sanguin d'un patient atteint de drépanocytose, et on voit vraiment que les globules rouges, un certain nombre, pas tous, sont déformés. Ils prennent comme ça cette forme de fuseau, de faucille, parce qu'ils contiennent de l'hémoglobine S. S pour sickle, donc cette fameuse faucille. Donc c'est une maladie génétique qui est adaptative en fait. Donc c'est une maladie qui est apparue il y a 3 à 6 000 générations, donc ça fait environ 150 000 ans, pour répondre à une menace pour l'espèce humaine qui est la malaria. Et donc, cette mutation dans le code génétique a permis de résister à la malaria. Et en fait, c'est une maladie qui est transmise, on ne va pas parler de génétique, mais sous une forme récessive, c'est-à-dire qu'il faut que les 2 parents soient porteurs pour qu'un enfant hérite des gènes de chacun de ses parents pour lui-même les porter tous les 2 et donc être atteint de la pathologie.
Donc c'est une maladie qui s'est manifestement plus développée dans les régions où il y avait de la malaria. Donc sur la carte, on voit ici au-dessus, c'est le portage du trait de la drépanocytose. Donc c'est les endroits d'où sont issues les populations où on remarque le plus de drépanocytose. Et on peut remarquer que dans certaines régions, donc comme le continent africain, la péninsule arabique et l'Inde, c'est vraiment des zones qui sont superposables aux zones de malaria. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, chez les porteurs, donc les personnes qui sont AS, porteurs du trait, l'intérieur du globule rouge a une conformation chimique qui fait que le parasite de la malaria, qui normalement doit se multiplier dans le globule rouge, à partir du moment où il commence sa multiplication, hop, le globule rouge change de forme et est attrapé par des cellules de la défense pour vraiment être détruit. Et donc, ces personnes ne font pas la malaria ou pas aussi fort, puisque le parasite ne sait pas se développer. Le fait que ce soit une maladie génétique en permet son dépistage néonatal, ce qui fait qu'ici en Belgique, en tout cas Wallonie-Bruxelles, tous les enfants qui naissent bénéficient d'un dépistage pour rechercher s'ils sont ou pas atteints, comme d'autres maladies génétiquement transmises, de drépanocytose. Donc en quelques chiffres, c'est la première maladie génétique dans le monde. Là, contrairement à d'autres maladies, c'est vraiment quelque chose qui concerne énormément de personnes. Donc 5% de la population mondiale est porteuse d'un problème d'hémoglobine, que ce soit la drépanocytose ou les thalassémies aussi, qui peuvent être des maladies associées. Ça concerne plus de 300 000 naissances par an. On compte 50 millions de patients drépanocytaires majeurs dans le monde. Dans certaines régions du monde, les personnes AS représentent 45% de la population. En Belgique, on a environ une naissance sur 2000 qui est un petit patient atteint d'un syndrome drépanocytaire majeur. C'est un vrai problème de santé publique et dans certaines régions moins fournies en soins de santé plus que d'autres, parce qu'on voit qu'en Afrique, il y a 50 à 80% de mortalité pour les enfants en dessous de 5 ans. Ici, en Belgique, en Europe, aux États-Unis, dans les pays qui disposent de soins de santé plus avancés, on considère que l'espérance de vie est réduite, mais globalement, on a quand même une espérance de vie tout à fait honorable. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces globules rouges porteurs d'hémoglobine S? Au lieu de se faufiler dans les petits vaisseaux pour apporter leur oxygène vraiment jusqu'à la fine microcirculation, eh bien, ils se bloquent, ils font des petits bouchons, ils empêchent vraiment l'acheminement de l'oxygène. Qu'est-ce que ça fait? Donc ça donne des crises de douleur parce qu'en aval de ces petits bouchons, l'oxygène n'est pas apporté et donc ça fait des ischémies. Ça favorise les infections en passant vraiment par le problème d'un organe qui s'appelle la rate et qui nous protège contre les infections. Et ça donne des anémies qui peuvent être aiguës ou chroniques et tout ça amène à des complications d'organes qui peuvent toucher vraiment toute une série d'organes dans le corps. Alors, on a des traitements. Donc, étant donné que c'est une maladie génétique, elle, a priori, accompagne le patient toute sa vie. Comme Madame Juprel en a parlé, la greffe de moelle est une option thérapeutique, la greffe de moelle osseuse ou de cellules souches, de même que la thérapie génique qui actuellement est encore plutôt au stade d'étude, mais c'est un traitement qui n'est pas facilement accessible et pas facilement disponible, notamment dans le cadre de la drépanocytose. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un traitement subortif, on empêche les infections en donnant des antibiotiques aux enfants pendant plusieurs années, on les vaccine de façon plus rapprochée et on peut donner des médicaments qui modifient l'hémoglobine et puis évidemment traiter les complications et puis aussi les transfusions, et c'est pour ça qu'on est là et on y arrive. Donc, la transfusion chez le patient drépanocytaire, elle peut être amenée à être faite dans différentes circonstances, soit de façon aiguë, il y a un problème aigu qui met en jeu la vie du patient. Ça peut arriver dans plusieurs scénarios. Donc, par exemple, certaines maladies infectieuses qui chez la majorité des personnes pas inaperçues, peuvent s'attaquer typiquement à la moelle et donc empêcher la production de globules rouges, ce qui est vraiment un problème chez le patient drépanocytaire. Et donc à ce moment-là, on arrive à avoir des anémies, donc une diminution de l'hémoglobine très importante. On peut avoir vraiment les globules rouges qui sont captés par la rate et qui sont coincés là-bas. Ou alors, à l'occasion de crises de douleur, crises d'hémolyse ou d'infection, les globules rouges avec l'hémoglobine anormale à l'intérieur peuvent se rompre et amener une anémie. Et donc, dans ces
dans ces circonstances-là, c'est vraiment une urgence vitale. Ici, je vous ai mis un exemple d'un de nos patients. Donc, on voit que d'habitude, son hémoglobine est autour de 7 ou 8, on ne le voit pas bien sur le schéma. Et puis, il est infecté par un virus qui bloque sa moelle et boum, il tombe à 2 grammes d'hémoglobine. Et là, si on ne fait pas quelque chose de façon très rapide, c'est un désamorcement de la pompe cardiaque et c'est très embêtant. Et donc, c'est vrai que là, je rejoins tout à fait que le don de sang, c'est vraiment un don de vie. Et là, si on n'a pas le sang compatible, c'est vraiment la catastrophe. On peut aussi avoir comme traitement chez les patients des échanges transfusionnels. Et donc ça, c'est un autre type de traitement. Le but, là, n'est pas de remonter le taux d'hémoglobine, mais plutôt de remplacer l'hémoglobine anormale par de l'hémoglobine normale provenant des donneurs. Donc soit ça peut être dans un cas aigu, si le patient fait un AVC ou qu'il a des complications d'organes importantes, ou alors on peut décider chez quelqu'un qui a déjà eu des complications de commencer des échanges réguliers. Et ça peut être fait de plusieurs façons. Donc le patient va à l'hôpital, souvent à l'hôpital de jour, on lui prélève du sang et on lui réinjecte du sang de donneur. Donc on remplace une partie de son volume de sang par du sang de donneur. Donc ça nécessite généralement 1, 2, 3 poches de sang, donc vraiment de sang de concentré de globules rouges, et ça se fait facilement sans hospitalisation, et ça permet de diminuer progressivement l'hémoglobine anormale pour arriver à un taux qui est moins dangereux pour le patient. On peut aussi avoir des échanges automatisés, donc ça c'est la machine un petit peu comme celle qui est utilisée dans les séparateurs de plasma, de plaquettes, etc., ou même pour la dialyse, on utilise ce genre de machine. Et ça permet vraiment de façon sélective d'aller retirer les globules rouges malades du patient. Il y a un système de centrifugation à l'intérieur de la machine, de lui remettre son plasma, ses plaquettes, etc., qu'on enlève si on fait un échange manuel, et de réinjecter uniquement les globules rouges du donneur. Et donc ça, c'est vraiment beaucoup plus efficace. Donc ça, on peut, comme ça, dans une circonstance grave, faire chuter l'hémoglobine anormale de 80 à 15% en 1 ou 2 procédures. Mais la nécessité dans ce cas-là, c'est d'avoir vraiment beaucoup plus de poches de sang disponibles. Pour faire une procédure de ce type-là, il faut généralement 6 ou 7 poches de sang juste pour une fois. Donc, quels sont les défis de la transfusion chez le patient drépanocytaire ? Donc, il y a toutes les questions de compatibilité qui peuvent donner, si elles ne sont pas respectées, des réactions transfusionnelles. Chez nous, on a vraiment beaucoup de chance et ce genre de choses n'arrive presque jamais. Mais par contre, si les patients ont par ailleurs été transfusés dans d'autres pays où on n'a pas ces tests de compatibilité et qu'ils reçoivent par après un sang qui n'est plus compatible ou contre lequel ils se sont immunisés, on peut avoir des problèmes. On a abordé, et je souligne ici aussi en effet, le fait d'un match le plus adéquat entre les donneurs et les receveurs. En effet, la majorité des patients drépanocytaires ont des origines afro-caribéennes et donc il y a des particularités de groupes sanguins qui sont spécifiques et donc on est obligé de sensibiliser les communautés de personnes afrodescendantes pour essayer d'avoir vraiment le plus de compatibilité possible. On peut avoir des problèmes de surcharge en fer lorsqu'on doit beaucoup transfuser les patients. Et alors, toutes ces techniques performantes qu'on peut mettre en place sont en effet gourmandes en volume sanguin. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a vraiment besoin d'un maximum de donneurs. Donc, on a besoin souvent, pour un échange transfusionnel, d'au moins 10 donneurs de sang. Voilà, j'espère que vous serez un peu plus familiarisés avec la drépanocytose. Docteur Oyou, merci. Et je vous propose maintenant un deuxième témoignage qui va faire écho à ces messages que nous venons de recevoir avec Madame Tiamalenge, qui est atteinte, elle aussi, de drépanocytose. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Merci pour votre invitation. Avec plaisir. Dites-moi, Madame, pouvez-vous nous parler de votre parcours dans cette maladie et aussi de l'importance du don que vous avez pu bénéficier pour
pour vivre avec la maladie? Ben, comme le docteur Oyu l'a si bien expliqué, en fait, c'est une maladie génétique. Donc, je suis née avec cette pathologie. Et heureusement, pour moi, on l'a découvert assez tôt parce qu'on a pu ainsi lancer la prise en charge assez rapidement. Pour la petite anecdote, ma maman n'a pas eu le temps d'atteindre la voiture et je suis née. Et donc, en naissant, je me suis ouvert le crâne et on m'a fait une batterie de tests. Et très rapidement, on a vu qu'en fait, il y avait quelque chose de bizarre dans la prise de sang. Et en prolongeant les tests, on a découvert en fait qu'il y avait des drépanocytes dans la prise de sang présents dans le sang. Et donc, du coup, suite à ça, le diagnostic est tombé assez rapidement, dans les premiers jours de vie. Heureusement pour moi, dans mon malheur, c'était... ma maman m'expliquait que c'était vraiment tant mieux parce qu'on a pu lancer, être attentif à différentes choses parce qu'on a su directement comment... faire attention en fait à moi et donc j'ai quasi grandi moi à l'hôpital des enfants à Bruxelles et c'est vrai qu'en voyant le témoignage d'Arthur, moi ça m'a beaucoup parlé parce que voilà, c'était ma réalité de vie. Je passais beaucoup de temps à l'hôpital, j'étais quasi transfusée une fois par mois et parce que comme on vient de l'expliquer ici, moi mon sang, les globules rouges se détruisent tout seuls et donc je suis souvent anémiée. Et ça, la problématique, c'est que il y a une fatigue qui fait qu'on ne sait pas assumer en fait ce qu'on attend de nous au sein de la société. Donc les études, travailler. Et c'est vrai que le fait de recevoir du sang, ça pallie en fait et ça permet en fait d'assurer tous les projets de vie qu'on voudrait avoir comme tout un chacun. Et moi, ça m'a permis de faire mes études, de faire un cursus assez complet. Et c'est vrai que face à cette pathologie, je me suis vraiment sentie concernée aussi pour créer une association de patients pour pouvoir aider au mieux les personnes concernées par la drépanocytose. Donc, dans mon cursus, grâce notamment au don de sang, j'ai pu être assistante sociale, faire un master en criminologie et dernièrement, je viens de recevoir une certification pour être conseiller en prévention. Et c'est vrai que nous, ça nous aide au sein de notre association parce qu'on fait de la prévention pour pouvoir aider au mieux les gens dans la gestion de la drépanocytose. Et on a pu faire comme ça une collaboration avec la Croix-Rouge pour rencontrer les populations, les communautés, pour les inciter à être davantage donneurs de sang, pour améliorer la prise en charge et la prise en soin des patients drépanocytaires. C'est magnifique. Quel exemple. Merci. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre témoignage. Avec plaisir. Donc, merci, Madame Sialamalingué. Il est temps pour nos invités, maintenant, puisque nous arrivons tout doucement. Merci pour les applaudissements. Il est temps, donc, je disais, pour nos invités, de venir, vous pouvez rester là, bien entendu, sur scène et démarrer le temps attendu, questions-réponses. Pour lancer, nous avons quelques questions que nous avons eues sur Internet, sur les réseaux sociaux. Venez, je vous invite. Venez vous installer. Moi, je vais aller dans la salle et je vais faire du ping-pong, questions-réponses. Voilà. C'est l'habitude dans nos jeudis santé. Comme je le disais, nous avons tout un réseau, des réseaux sociaux, Facebook, on est un petit peu partout. La vidéo est aussi sur YouTube et on a eu quelques questions ici comme ça qui vont peut-être un petit peu vous donner envie de vous aussi poser des questions. La première que je vais poser, je suis du groupe O, mais étant très tatoué, je ne sais pas si je peux donner mon sang. Et très tatoué. Oui, donc comme je dis avant, le tatouage ne vous empêche pas de donner du sang seulement pendant 4 mois, mais là, il n'y a pas du tout de souci. Pour des tatoués, pour des piercés, pour des gens qui sont piercés aussi, c'est juste un écartement de 4 mois, et puis après, vous pouvez donner. C'est juste de nouveaux tatouages, ou de retatouages, de retouches, par exemple. Ok. Alors, les vaccinés du Covid peuvent-ils encore donner du sang? Il fallait qu'on la sorte, celle-là. Dites-moi. Oui, bien sûr, les vaccinés de Covid peuvent donner du sang. Bien sûr, oui. Ok. Il n'y a aucune contre-indication pour ça.
Et du plasma, et de plaquettes, et de cellules souches. Voilà, on peut tout donner. À partir de quel âge ne peut-on plus donner son sang? Y a-t-il des arguments clairs fondés sur la qualité du sang à un certain âge? N'est-il pas préférable de faire l'analyse de sang pour savoir s'il est vraiment à jeter définitivement? C'est pas très... Donc, il n'y a pas d'âge limite. Tout est par rapport à votre santé. Si vous avez des problèmes de santé qui peuvent évoluer, chroniques, mais graves, là, c'est peut-être conseillé d'arrêter de don de sang ou de don de tout. Mais tant qu'on est en bonne santé, et comme j'ai dit, le fait de prendre des médicaments ne va pas dire que vous n'êtes pas en bonne santé. Donc vous pouvez continuer à prendre des médicaments si ce n'est pas des médicaments très lourds et que vous pouvez vous déplacer, vous pouvez venir, vous venez jusqu'où vous pouvez. Il n'y a pas d'âge limite pour donner. Je vous rappelle que tout le monde peut intervenir, il n'y a pas de souci. Donc si vous avez envie de dire un petit mot et rajouter quelque chose, il n'y a pas de souci non plus. Pour le premier don, effectivement, il faut, comme j'ai expliqué dans ma présentation, il faut avoir moins de 66 ans. Moi, j'ai une petite question pour Madame Desjardins. Arthur est-il inscrit sur la liste des donneurs, des demandeurs de cellules souches? Oui, Arthur, il fait partie de la liste pour être receveur pour les cellules souches. Il y a plusieurs étapes à franchir au niveau de cette liste-là. En tout cas, je ne m'y connais pas aussi bien que Mme Duprel, mais de mon point de vue, on nous a parlé de plusieurs étapes. On a passé différentes étapes et là, on a vu qu'il y avait potentiellement 2 donneurs disponibles pour Arthur. Mais pour le moment, les médecins ont décidé de ne pas aller plus loin parce qu'avec les traitements qu'il reçoit, comme il est encore fort jeune et que malgré tout, un don de cellules souches, ça reste quelque chose d'invasif comme traitement et d'assez dangereux et qu'en plus, on n'a pas de recul pour savoir si ça va fonctionner réellement ou pas. Donc là, on est en attente. Mais oui, potentiellement, il y aurait 2 donneurs pour Arthur s'il en a besoin. Magnifique. Merci. Voilà, c'est à nous maintenant. Alors, qui va se lancer? Je vois que nos petites questions un petit peu boostées. Je me posais la question, avec tous les évolutions et tout ça, pourquoi est-ce qu'on parle encore que les homosexuels ne peuvent pas donner du sang? Donc ça, malheureusement, c'est la loi qui a été créée par des gens au-dessous de nous. Il y a la preuve par rapport à la Conseil supérieur de la santé qui montre que le taux d'HIV est toujours très prévalent chez eux. Et malgré ça... Oui, vous voulez... Oui. Faut avoir... Le taux d'HIV, ok, au niveau des homosexuels, c'est connu, mais chez les hétérosexuels, c'est quelquefois pas connu parce qu'on ne peut pas le dire. Je suis infirmière. Et donc, c'est problématique. J'ai envie de dire, en plus, dans l'homosexualité actuellement, il y en a beaucoup qui ont des couples qui sont vraiment soudés et qui ne vont pas voir ailleurs. Les hétérosexuels vont voir ailleurs aussi. Donc, je ne sais pas, mais il faudrait peut-être se battre pour que ça change, non? Il faut se battre pour que ça change, mais normalement, c'est des lois qui sont au-dessous de nous. On peut faire tout ce qu'on peut, mais nous, on suit les lois. Ça c'est nous. Et tant qu'il y a de la preuve toujours dans les statistiques et chez le Conseil supérieur de la santé qui montre que il y a autant de personnes qui sont non déclarées. Je vais répondre à ta place, si tu permets. Je travaille comme Gotham pour le service du sang. Et en fait, les choses avancent. Mais historiquement, clairement, l'homosexualité masculine, c'était vraiment... c'était un risque supérieur. Voilà. Un peu, voilà. Tout à fait, les choses changent. Et donc, les lois changent aussi, mais la loi change parfois un peu plus lentement que l'évolution de la société. Et donc ici, récemment, il y a peut-être 2 ans, la loi a été modifiée. Donc le groupe de l'homosexualité masculine était toujours considéré comme un groupe à haut risque, ce qu'elle n'est plus actuellement. Donc à l'époque, vous disiez que vous avez eu un rapport avec un autre homme et vous étiez un homme, vous étiez exclu
définitivement du don de sang. Je parle de ça il y a 30 ans. Hein. Et puis il y a quelques années, on était exclus pour 1 an, comme les autres groupes à haut risque, le milieu de la drogue, la prostitution, le multipartenariat, qui sont toujours des groupes à haut risque. L'homosexualité n'est plus un groupe à haut risque, donc, mais elle reste en contre-indication pour l'instant, effectivement. Mais les choses changent. Nos voisins, les Français, laissent donner les gens qui ont un rapport, enfin les hommes qui ont des rapports sexuels entre eux. La loi a été modifiée il y a 2 ans. Est-ce que, je ne sais pas trop, mais à ce moment-là, la loi belge, quand on a dû... on ne savait pas trop comment le législateur allait prendre une décision dans un sens ou dans l'autre. Et puis est arrivé, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Mpox. Le Mpox est arrivé vraiment à ce moment-là. Est-ce que le Mpox, qui est aussi une maladie qui... on va dire, était plus fréquente chez l'homosexuel masculin, a freiné un petit peu le législateur belge et il s'est dit, moi je ne vais pas prendre le train tout de suite comme les Français, je vais attendre et puis on prendra probablement le train plus tard. Mais clairement, c'est ce qu'on attend tous en Belgique. Mais voilà, prochaine loi, les lois sont modifiées, mais un peu lentement. Il faut aussi penser au virus d'HIV, qui est un virus qui peut se reconvertir. Et donc on sait tous qu'ils peuvent être négatifs pendant plusieurs années et puis du jour au lendemain devenir positifs. Donc si on prélève, si on commence à prélever des gens qui peut-être sont toujours séronégatifs et puis un jour on transfuse quelqu'un et ça se convertit, ça devient séropositif, alors là on est en train de transfuser quelqu'un qui est déjà malade avec un virus qui va peut-être le tuer au lieu de l'aider. Mais oui, c'est la même chose. Oui, des changements de partenaire avec des prostituées, tous ces genres de choses, je comprends complètement. On est en train de regarder. J'ai eu une discussion avec quelqu'un qui fait partie de la Commission supérieure de la santé et on est en train de regarder de très très près nos voisins français qui ont légalisé. Et si eux arrivent à prouver qu'après avoir laissé des gens donner, leur taux n'a pas augmenté, alors là, peut-être, mais comme ma collègue vient de dire, on vient de changer il y a 2 ans, on va prendre un recul de 5 ans. Donc effectivement, ça va prendre un petit peu plus de temps. Il faut des statistiques qui nous prouvent qu'on peut recommencer. Mais ça, malheureusement, ce n'est pas la Croix-Rouge qui décide ça. On n'a pas quelque chose à dire dans les lois qui sont créées. C'est au-dessous de nos têtes, malheureusement. Mais effectivement, il faut se battre. Et il faut peut-être que nous, on fasse peut-être quelque chose, mais pour le moment, on suit les lois. Je me suis déplacé, là je suis un petit peu plus haut et on a encore une question ici. Bonjour, moi j'avais une question qui était plus en lien avec la pénurie de sang et en fait les enjeux de santé actuels et j'entends bien que c'est vécu en Belgique en tous les cas de manière très compliquée pour les personnes qui sont en demande de sang et je me demandais, vous en tant que représentant, médecin de la Croix-Rouge, qu'est-ce que vous faites auprès de l'INAMI, des médecins, comment vous mobilisez des personnes pour eux-mêmes être mobilisants autour du don de sang, si ce n'est pas faire des conférences comme ça. J'ai envie de dire, les professionnels de la santé, comment vous les mobilisez autour de cet enjeu-là? Moi, je suis responsable au CHU et donc je m'en occupe d'abord d'essayer de convaincre les infirmières et les médecins au CHU. Donc en mettant de publicité sur notre intranet, en sortant des articles avec ma collègue aussi de la Citadelle, en sortant des articles dans notre journal qu'on a dans nos hôpitaux à la Citadelle et au CHU. Je mets de publicité partout, j'en parle, j'essaie d'être plus ouverte et donc de lancer le dialogue avec moi. Moi-même, je ne peux pas donner parce que j'étais très malade quand j'étais petit, donc moi je ne peux plus donner malheureusement, donc je ne peux pas montrer l'exemple. Mais je peux toujours en parler de ce que j'ai vu pendant mes études de médecine ou après avoir fait ma spécialisation et ce que mes amis qui sont des médecins voient. Je crois que les paroles sont fortes, il faut juste trouver la bonne personne qui peut aussi nous aider à passer les messages.
Et étant l'envergure, enfin, je ne sais pas à quel point la pénurie de sang est importante actuellement. Extrêmement importante. Est-ce que vous avez un poids auprès, je ne sais pas moi, de l'INAMI pour être reconnu à un moment donné en étant, ça devient un réel enjeu et donc il y a plus qu'une campagne de mobilisation et de sensibilisation, en tous les cas une espèce de, les médecins, l'INAMI, le conseil médical, enfin peu importe. Pour tout ça, c'est notre directeur et notre directrice qui gèrent tout ce qui est au niveau de l'INAMI. Moi, je suis un médecin qui est responsable d'un site, donc j'ai une hiérarchie qui gère tout ça pour le moment. Donc pour moi, au niveau de l'INAMI, moi je ne peux rien faire. Ouais. Merci. Mais nous avons aussi une équipe com qui, on organise des conférences. On a des personnes aussi qui vont régulièrement dans les amphithéâtres de toutes les universités. On fait des collectes dans des écoles. On essaye de sensibiliser aussi la jeunesse, mais aussi c'est un petit peu à vous. Vous êtes venus ici aujourd'hui soir, vous allez ressortir, vous avez probablement des enfants, voire des petits-enfants peut-être. C'est simplement à leur en parler déjà. Et c'est ça qui va faire que peut-être un jour, le don de sang va devenir quelque chose de plus naturel. Ils seront tout simplement mobilisés parce qu'ils en auront entendu parler. Moi, je suis toujours étonnée quand on va dans des écoles, quand on leur demande, vous savez ce que c'est que le don de sang ? Ils connaissent absolument pas. Je m'étonne de quelque chose, et après je laisse la parole, c'est que quand la mobilisation, les médecins traitants, généralistes, je pense qu'un patient dont il a le dossier médical pourrait sensibiliser. C'est pour ça que je parlais des professionnels de la santé. Nous, évidemment, si on est ici, c'est qu'on est mobilisés autour du don de sang. Je parlais plus des professionnels de la santé, outre les spécialistes et les professionnels qui sont ici. Je m'étonne que c'est quelque chose qui ne vit pas encore autant dans les cabinets des médecins généralistes sur des personnes en bonne santé dont ils ont accès au dossier médical. C'est ça qui me... Voilà. C'était juste une interpellation de ma part. Ce que Madame Juprel a dit, c'est que nous, personnellement, en tant qu'association Drépasphère, à Liège, on a été contactés par la cellule communication de la Croix-Rouge pour savoir si on pouvait faire une action commune. Et ça a vraiment été pertinent. Pourquoi ? Parce que en tant qu'association de patients, on a accès à des personnes responsables de communauté. Et donc, on a pu aussi relayer à notre niveau le message pour pouvoir faire donner le sang. Donc, les médecins de la Croix-Rouge sont venus les dimanches dans des communautés, dans des mosquées, pour aller justement faire des propositions, parler du don de sang. Et nous, à notre niveau, on relaie aussi sur notre réseau. C'est pour ça aussi que je suis présente là, parce que moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a touchée, personnellement. Et j'ai aussi vécu, comment dirais-je, lors d'une transfusion sanguine, une réaction de rejet. Et ça m'a fait très peur, parce que j'étais très jeune quand j'ai vécu ça. Et je me suis dit, waouh. Après cette réaction de rejet, il fallait de plus en plus de temps pour trouver une poche compatible. Parfois, je passais 4 heures allongée dans le lit à l'hôpital parce qu'on cherchait une poche compatible. Et là, vraiment, ça m'a vraiment fait réfléchir. J'ai réalisé qu'en fait, voilà, à un moment donné, moi, quand il y a eu cette campagne où on disait il faut que le sang des afrodescendants vienne remplir aussi les réserves, moi, ça m'a parlé tout de suite parce que je sais que j'ai compris tout de suite, en fait, l'enjeu que plus le sang, moins le sang ressemble à celui du receveur, et plus le receveur va faire des réactions de rejet, et moins vite, et plus vite il sera intransfusable. Et à un moment donné, on a beaucoup de témoignages comme ça dans d'autres associations qui traitent de la drépanocytose, où on a des jeunes patients qui sont intransfusables et qui décèdent. Et là, je fais une pensée pour une patiente qui est décédée à l'âge de 36 ans, parce qu'elle devenait intransfusable, en fait. Elle s'est fait hospitaliser. Elle avait un taux d'hémoglobine à 4 et on n'a pas trouvé de sang, de poche compatible pour la transfuser. Et elle est décédée à l'hôpital. Donc, se dire que vous n'êtes pas bien, vous avez conscience que vous êtes anémié, vous allez à l'hôpital et on cherche pendant autant de temps une poche compatible, en fait, elle a eu le temps de décéder. Et là, vraiment, voilà, une pensée pour elle, pour sa famille. C'est des situations de vie qui ne doivent plus arriver. Et si il y a des gens, des
qui sont descendants des communautés afrodescendantes ou que sais-je, qui nous regardent, ben, sentez-vous concernés parce qu'un jour, ça peut aussi vous arriver, ça peut arriver à votre enfant, ça peut... voilà. Moi, le sang, on en a besoin pour des maladies chroniques. J'ai eu la chance de pouvoir avoir 3 grossesses, mais c'est vrai que c'était accompagné aussi par de nombreuses transfusions. On en a besoin pour les grossesses, les transfusions, en cas d'accident, en cas d'opération chirurgicale. Et il ne faut pas simplement se dire que oui, il faut être malade pour recevoir du sang. Non, il y a plein de situations de figure dans la vie de tous les jours qui font qu'un jour, on peut avoir besoin de sang. Donc, sentez-vous concernés. Merci. Donc voilà, je travaille au service communication, donc je me permets de réagir. Donc d'abord, merci beaucoup pour le témoignage, mais je rebondis sur ce qui a été dit avant. Donc oui, comment interpeller tous les acteurs de la santé, c'est notre quotidien en fait au niveau du service com, mais c'est pas si facile que ça. Faut savoir que derrière tous les besoins, c'est 200 000 dons à notre échelle, c'est 100 000 donneurs, il y en a 20 000 donneurs qui chaque année ne peuvent plus donner l'année suivante. Et donc on a des efforts vraiment de recrutement sans cesse qui expliquent aussi qu'on fait régulièrement des appels dans la presse. Alors on a l'avantage quand on est la Croix-Rouge d'avoir bonne presse, donc ça c'est notre plus grande force. Mais à côté de ça, on a beaucoup de personnes qui sont complètement indifférents parce qu'ils ne prennent pas le temps d'avoir un témoignage face à des soirées comme aujourd'hui. Et donc on mobilise. On a par contre le fait d'en parler d'autant plus des demandes spontanées des maisons médicales. On participe à des congrès de médecins. On a parmi les médecins de collecte une centaine, 150 médecins conventionnés qui parfois sont des médecins aussi généralistes. Mais tant que la démarche ne vient pas de ces personnes pour en parler librement, c'est très compliqué en fait de mettre une affiche, un flyers et de sensibiliser les bonnes personnes au bon moment. Donc c'est notre quotidien et donc c'est pour ça qu'on remercie, on est toujours très reconnaissant des témoignages des gens qui nous livrent une partie de leur histoire parce qu'on sait que c'est ça qui touche. Mais on aimerait que d'autant plus d'autres personnes soient aussi des vrais ambassadeurs pour en parler autour de soi parce que c'est comme ça en fait que la solidarité et le chaînon, l'élan pour le don se créent. Voilà. Et j'ai un autre petit point, c'est qu'on vient de changer de ministre de Santé dernièrement. On a eu l'occasion de le rencontrer déjà 2 fois depuis cette année-ci, ici en 2025, qui est très intéressé par la démarche. On a l'avantage d'avoir notre centre névralgique qui est situé à Suarlé, donc à 2 pas finalement de tout ce qui décide en Wallonie. Et donc voilà, on sent une certaine ouverture et on y travaille bien entendu aussi en coulisses de ce côté-là. Donc les choses changent, pas si rapidement comme l'a dit Soraya, mais voilà, petit à petit en tout cas nous on y croit. Tout d'abord, je veux saluer les deux personnes qui sont là pour témoigner aujourd'hui parce que vous n'êtes pas des professionnels de la santé, c'est pas votre métier de faire ça. Et je trouve que vous l'avez fait extrêmement bien. Vous savez, votre vécu fait sûrement ça, mais vous savez expliquer les choses très bien. C'est hyper vulgarisé, hyper accessible. Et donc, je vous félicite parce que je pense que la conférence ce soir n'aurait pas été la même sans vos témoignages. Donc, franchement, félicitations. Déjà pour ce que vous vivez au quotidien, mais en plus de vous battre pour le transmettre aujourd'hui. Et je me posais juste une petite question. Pourquoi est-ce que l'enregistrement au niveau du registre de cellules souches hématopoïétiques doit se faire avant les 40 ans? Est-ce que c'est quelque chose de physique, financier? Enfin, voilà. Alors, ce n'est ni physique ni financier. En fait, on a tellement peu de chances d'être appelé qu'il faut être au moins pendant 20 ans inscrit dans le registre. Donc, imaginons quelqu'un qui a 39 ans, il va pouvoir le faire, mais il ne lui reste déjà plus beaucoup d'espérance d'être appelé. Donc, on préfère effectivement les personnes plus jeunes et c'est pour ça qu'on va aller vers des personnes d'une... Il faut au moins 18 ans, de toute façon, c'est la condition, et jusqu'à 40 ans maximum, la veille de ces 40 ans. Mais... Donc, voilà. Pourquoi pas un peu plus aller toucher les étudiants, par exemple? On y va. Moi, personnellement, j'ai fait des études d'infirmière, donc on pourrait croire que on m'a jamais parlé de ça, on n'a jamais vraiment insisté là-dessus. Et c'est parce que j'ai été à un don de sang que la personne a profité de l'occasion pour m'en parler et que je me suis inscrite. Mais sinon, on aurait peut-être manqué cette occasion. Donc voilà, je me dis,
Enfin, évidemment, on n'a jamais assez de temps pour faire tout ce qu'on voudrait, mais j'ai l'impression que les étudiants, vu que c'est entre 18 et 40 ans, on a quand même une belle période pendant les années d'études universitaires, haute école, pour le faire. Donc, effectivement, régulièrement, j'essaye de passer dans les auditoires ou dans les écoles pour pouvoir faire de la promotion. J'y vais avec ma collègue ici qui fait de la promotion du don de sang. Et moi, je vais parler un petit peu des cellules souches. Et on va essayer effectivement d'aller les toucher, mais pour eux, un don de cellules souches, c'est autre chose. Quand je vous dis qu'Oscar, il a réfléchi, franchement, il a réfléchi, il a bien relu tout avant de s'inscrire, parce que c'est jusqu'à ses 60 ans qu'il peut être appelé. Bon. Mais il y a encore cette fausse croyance que c'est une grosse aiguille dans le dos. Effectivement, quand je parle de don de cellules souches, directement, on ne touche pas à mes os. Donc, alors, je leur explique que c'est différent. Maintenant, il faut savoir que les injections qu'on fait, elles peuvent aussi, et je les tiens au courant, elles peuvent avoir aussi des effets secondaires qui se manifestent par des douleurs osseuses, des maux de tête. Donc, voilà. Il y a des personnes qui ne ressentent absolument rien, et il y a des personnes qui sont vraiment pas bien pendant 2-3 jours. Voilà, ce n'est que 2-3 jours pour sauver une vie. Voilà, c'est un choix. Merci beaucoup. Je peux rajouter une chose. Nous, à notre niveau, au sein de notre association, on participe aussi avec un projet qui s'appelle Patients Experts, et on va dans les écoles justement de futurs professionnels de santé. On partage nos témoignages. Ça permet aux futurs professionnels d'entendre parler de certaines pathologies qu'ils n'auront pas spécialement pu aborder dans le cadre de leur cursus, mais également d'adopter en fait une certaine posture par rapport aux patients malades chroniques, qui est assez particulière dans la prise en soin, qui est complètement différente d'un patient qui rencontrerait suite à une fracture osseuse une fois dans sa vie, quoi. Et donc ça nous aide aussi à mettre l'emphase sur certaines choses par rapport à la particularité de notre pathologie. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, je fais un clin d'œil à mes enfants parce qu'ils sont donneurs de sang, et ça, je suis fière de moi parce que je me dis, j'ai reçu, et au travers d'eux, je peux aussi donner et participer dans cette boucle de don de vie. Donc voilà. Eh bien, on avance tout doucement vers la clôture, mais avant ça, on aurait une petite question en plus pour ce soir, pour clôturer? Madame fasse proposer. Je reviendrai près de vous si vous voulez. Oui, bonsoir. J'aurais peut-être aimé qu'on améliore l'approche de prise médicamenteuse. Par exemple, déjà, j'ai travaillé toute ma vie en pharmacie. Je n'ai jamais eu aucun flyers ou quoi qui aurait permis associer don de sang et prise médicamenteuse. C'est ce qui m'a empêché de donner du sang toute ma vie. Je ne savais pas si je pouvais dire de le faire. Et je n'ai jamais eu aucune approche. Vous allez me dire, j'aurais peut-être pu me renseigner, mais voilà. Et je pense que ça freine beaucoup de monde. On peut essayer de trouver un moyen de faire une publicité au niveau des pharmacies pour trouver une façon de sensibiliser des gens. Hein. Oui, je pense que vous pourriez, peut-être recruter du monde comme ça. C'est une très bonne idée, donc je la note. Mais il y a aussi des nouvelles technologies qui nous aident justement à améliorer aussi et toucher tout le réseau des pharmacies qui commencent à se réorganiser aussi comme des méga pharmacies. C'est comme la maison médicale, on devient vraiment des centres d'information finalement aussi qui permettent d'accueillir ça. C'est plus uniquement la petite officine du coin de la rue. Et il y a notamment une campagne qui a été menée récemment par la Rode-Kreuz, où simplement avec l'emblème de la pharmacie, la croix verte qu'on voit, on peut commencer à y mettre des messages sur le don de sang. Et donc c'est toutes des petites choses qui, avec les nouvelles technologies, nous permettent de toucher beaucoup de personnes dans la population plus rapidement. Donc on y travaille et ça fait partie de nos projets aussi. Oui, voilà. Je pense que c'est une bonne idée. Et on a fait de la prévention, par exemple, pour dépistage du cancer colorectal. C'est ça, puis dernièrement, on a fait aussi les vaccinations Covid au sein des pharmacies. Donc on a vraiment des points de contact de proximité, de santé qui pourraient, pourquoi pas, faire partie aussi du réseau d'information. D'accord, merci bien. Merci madame. Je vais faire un petit tour de table. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour clôturer cette soirée? Je ne sais pas, avec tout ce qu'on a dit,
Moi, je pense... en Belgique, le don de sang, ça reste quelque chose de purement volontaire, bénévole, anonyme, et c'est quand même un engagement. Parce qu'en général, on ne le fait pas qu'une fois, on le fait plusieurs fois. Le don de moelle, on le fait probablement qu'une fois dans sa vie, si on le fait. Effectivement, on ne le fait jamais qu'une rappeler fois. une deuxième fois, mais ça reste un geste volontaire. Et pour s'engager, souvent, c'est l'expérience personnelle. C'est le fait d'avoir soi-même vécu quelque chose, ou d'avoir eu des proches, ou d'avoir été touché par les témoignages, par exemple, très prenants d'aujourd'hui. C'est pas tellement les pharmacies, c'est un moyen, les médecins traitants, c'est un moyen, mais c'est des petits moyens, parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à être donneur. Il faut que son côté humain il soit touché vraiment et qu'il soit pris en se disant je dois faire quelque chose et je dois jouer mon rôle de solidarité dans la société. Et en fait, si on fait une comparaison, si vous avez le télévis, c'est le cancer, tout le monde connaît le cancer. Il y a des dizaines d'activités pour le télévis partout en Wallonie pour récolter de l'argent. Ici, on ne veut pas récolter de l'argent. Mais en fait, si vous êtes dans une école, si vous êtes dans une entreprise, si vous êtes dans un club de bridge, peu importe, organisez quelque chose, faites une information, ou dites peut-être qu'on peut faire venir un quart de la Croix-Rouge et que pour une occasion, ça peut être les 10 ans du club de bridge, ça va peut-être être la fête de fin de réto de l'école secondaire. Il y a moyen peut-être d'organiser quelque chose et d'avoir quelques dizaines ou quelques centaines de personnes qui viendront ce jour-là. Et vous le ferez peut-être une fois en 5 ans, mais tout ça c'est utile aussi. Et ça repose sur chacun d'entre vous parce que vous êtes là, mais aussi votre voisin, peut-être votre collègue, peut-être votre chef de service, parce que c'est peut-être plus à lui de le faire qu'à vous. Et il faut simplement, je pense, se laisser toucher au niveau humain, mais après pouvoir le relayer. Et je pense que les deux témoins ici l'ont très très bien fait, mais ils ne vont pas faire ça tout seuls. Donc chacun est une petite chaîne, un petit maillon de la chaîne de solidarité. Allez-y, docteur Oyo. Si je peux aussi ajouter, si je peux aussi ajouter dans la même ligne que le docteur Florquin, c'est en effet, c'est l'information et l'éducation qui est importante, et donc il ne faut vraiment pas hésiter à en parler, même s'ils ne peuvent pas être donneurs, aux enfants, et leur expliquer ce qu'est un don de sang et à quoi ça sert, et déjà les sensibiliser. Maintenant, je dirais que ça aurait même un intérêt que ça fasse partie de l'éducation scientifique dans les écoles, en fait, pour que chacun en ait entendu parler et puisse déjà réfléchir à quelle pourrait être son implication là-dedans. Donc je pense que si vous avez des enfants autour de vous, vous pouvez raconter les histoires que vous avez entendues aujourd'hui et essayer déjà d'éveiller leur curiosité à ça. Et partager sur les réseaux si c'est important, parce que comme ça, ça va faire des vagues. Quelqu'un d'autre ? Moi, tout à l'heure, je n'ai pas terminé ma petite histoire. Je reviens un petit peu avec. Et figurez-vous que, après avoir fait un don de cellules souches, on ne peut pas donner de sang, ni de plaquettes, ni de plasma pendant 1 an. Et Oscar, ça fait plus d'1 an qu'il a donné. Il est revenu l'autre jour à la Citadelle. Il est venu donner de son sang. Et je l'ai croisé. Nous n'avons pas le droit de donner le pays, ni l'endroit où ça va, où les cellules souches vont, mais nous avons le droit, après 1 an, de donner l'âge et le sexe du receveur. Et alors il m'a demandé l'âge et le sexe du receveur, je suis allée voir, et en fait Oscar, il a sauvé un petit garçon de 4 ans. Quand je lui ai dit, il avait les larmes aux yeux. Je tenais à ajouter à tous ceux qui fréquentent des communautés en fait chrétiennes ou musulmanes, sachez que vous pouvez aller trouver vos responsables pour demander, comme le docteur Florquin l'a dit, qu'on organise en fait des collectes au sein de la communauté. Dernièrement, ma cousine l'a fait au sein de sa communauté parce que elle me connaît, forcément ça la touche. Et en fait, vous serez surpris de voir que les responsables sont disponibles, mais ils sont juste overbookés. Donc, je sais que les camions se déplacent quand on organise un certain nombre de personnes. Je ne sais pas si c'est 20 ou 40 personnes qu'on réussit à réunir, mais le camion de la Croix-Rouge se déplace alors. Et ça peut être sympa d'organiser ça comme ça. Merci beaucoup. Je voudrais remercier vous qui êtes venus ici, que vous êtes déplacés pour venir voir cette conférence. Remercier le docteur Gautam Chopra, Madame Anne-Claire Juprel, le docteur Benoît Florquin, Madame Maureen Dujardin, la maman du petit Arthur, le docteur Marie Oyo, ainsi que Véronique Tchalamengue.
Voilà, merci à vous. Merci à la Croix-Rouge, merci à la province, merci au député qui nous a fait l'honneur de sa visite. Et bonne soirée à tous. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ce sera le post-partum et ce sera ici. Bonne soirée à tous et bon retour. Merci.